Bien, le moment, j'allais dire tant attendu, est arrivé. D'abord, je voulais vous remercier tous pour votre présence, pour votre engagement, pour votre passion à dialoguer. J'ai été vraiment très heureuse et particulièrement émue et fière d'être, non pas à l'origine, mais d'être on va dire à l'origine de cette rencontre et surtout d'avoir constaté qu'elle avait généré beaucoup d'engagement. Je suis également très émue et très fière de donner la parole au doyen Vaudier. Je dois dire que j'ai eu l'immense privilège et la chance de le rencontrer il y a quelques années en Côte d'Ivoire, alors que le Conseil constitutionnel ivoirien fêtait ses 20 ans. À cette occasion, plusieurs délégations de juges constitutionnels d'Afrique, d'Europe, ont été conviés. Nicole Maestracci faisait partie de la délégation française et nous avons été reçus admirablement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et j'ai eu l'immense honneur d'assister à un discours du doyen Vaudier qui restera, pour moi, dans les annales. Et c'est à cette occasion que j'ai pu découvrir son parcours politique, son parcours de grand juriste, son parcours de défenseur des droits de l'homme, on dirait aujourd'hui des droits humains, des droits de la personne humaine en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, je suis vraiment profondément honorée qu'il ait accepté l'invitation de prononcer ses conclusions. Cher Francis, merci. Nous allons t'écouter. Je crois qu'il est temps que je me taise. À toi la parole. Merci Laurence. Je suis chargé de présenter le rapport de synthèse. Laurence a été extrêmement aimable pour moi. Je ne me reconnais pas dans tous ses propos élogieux. En tout cas, merci infiniment. Nous sommes rendus compte de l'intérêt de la complexité de la question de la protection des droits humains. Cette protection se réalise habituellement dans le cadre des États. La question n'a pas été explicitement posée, mais elle existe implicitement, portant sur le point de savoir pourquoi ouvrir les mécanismes à des sources extérieures. C'est la question de la légitimité ou la nécessité de cette ouverture. Nous avons pu nous rendre compte, tous, que la réponse vient de la nature même de la matière, en ce que les droits humains présentent un caractère universel. Il est donc normal d'ouvrir le système de protection le plus largement possible, en allant dans le sens d'une espèce d'harmonisation des droits pour simplifier les mécanismes et leur donner plus d'efficacité. La question est complexe parce que s'ouvrant sur un espace aussi élargi, il y a à la fois le caractère général et le caractère spécifique. N'oublions pas que le droit n'est pas une matière neutre. Le droit se présente comme un ensemble d'instruments répondant à des réalités sociopolitiques, tenant compte de l'histoire des sociétés et tenant compte de la nécessité d'aller vers des exigences de coopération. Alors je serai relativement bref, et donc une telle présentation aurait un caractère réducteur. J'en suis désolé, mais c'est le genre qui l'impose. Je vais d'abord présenter le système traditionnel, consistant dans la protection à travers les États. Il s'agit de faire en sorte que les droits humains qui sont prévus par les constitutions soient respectés par les États. Alors, nous avons en présence le contrôle de constitutionnalité. Il est confié à des juridictions. Tout à l'heure, on a entendu dire que les conseils, les cours constitutionnels ne sont pas de véritables juridictions. La question se pose, on pourrait en débattre, mais ce n'est pas le lieu. Nous retenons que les cours constitutionnels, les juges constitutionnels sont chargés de vérifier la conformité des normes inférieures à la Constitution, qui est l'acte fondamental et suprême au sein de l'État. Ce contrôle est exercé sur la base des normes qui sont prévues. Ce contrôle va s'étendre
par l'interprétation du juge constitutionnel. Nous avons vu le cas du Bénin, une juridiction boulimique dont le contrôle s'étend quasiment à l'infini, portant sur les actes juridiques, portant sur les faits, portant sur les discours. Et nous nous sommes posé la question de savoir jusqu'où peut aller le juge constitutionnel. Quelle limite ne pas franchir? Parce que de franchir cette limite nous conduit vers des considérations peut-être politiques. Et là, nous retrouvons l'aspect contexte des droits humains. Par rapport au système béninois, nous avons le système ivoirien, qui subit comme une cure d'amaigrissement. Et le doyen Meleg a reproché à cette cour, à ce conseil, de ne pas jouer pleinement son rôle. Il y a le cas de la France, où l'appel à l'extérieur paraît timide, mais il n'en existe pas moins, à travers les débats. Ils ne sont pas rendus publics, mais il a été retenu que cet appel aux sources extérieures existe. Il existe également au niveau du Bénin. J'ai omis d'en parler. Alors, comment est-ce que cette ouverture va jouer ce rôle? Au Sénégal, nous l'avons vu, l'énoncé des droits est le fait des constitutions. À travers les préambules, il est précisé que l'énoncé n'est pas exhaustif. Et également précisé que les préambules sont partie intégrante de la Constitution, justifiant donc le contrôle de constitutionnalité devant porter sur le préambule qui est donné comme partie intégrante de la Constitution. L'appel à l'extérieur est reconnu par tous comme devant avoir lieu dans le sens du renforcement de la protection des droits. Et la question s'est posée de savoir ce que signifient les sources extérieures, les sources externes. Mais elles le sont par rapport au droit interne, par rapport à l'ordre interne. Cette ouverture est donnée comme devant renforcer la protection des droits. Alors nous l'avons constaté à travers les États qui vont faire appel à des sources extérieures sous la forme simple du droit comparé. Tous les États ne sont pas ouverts à cette exigence, mais le mouvement s'est amorcé vers l'appel aux sources extérieures par les États et par les juridictions constitutionnelles jouant leur rôle de protection des droits humains. Il y a, à côté du système national, les systèmes des unions régionales que l'on retrouve dans les 3 continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Alors cette ouverture peut se réaliser de 2 manières. Tantôt, elle est prévue par les textes. Tantôt, elle est l'œuvre de l'interprète, l'œuvre prétorienne. Il s'agit de faire en sorte que l'harmonisation se réalise, mais elle ne se réalise pas sans réticence ou sans résistance. Nous avons vu le cas en Europe, le cas italien a été cité comme un exemple de résistance, consistant à proposer peut-être des idées tenant à la vieille théorie de la séparation ou de l'unité, dualisme, monisme, et recevant donc les sources extérieures par une loi interne, ordinaire. Elles ont été données comme ayant valeur de loi ordinaire et les soumettant ainsi au principe de contrôle de constitutionnalité. La question mérite d'être approfondie pour savoir, recevant ces sources extérieures, quelle sera la place des normes extérieures dans l'ordonnancement juridique? Est-ce que ces normes auront valeur constitutionnelle? Est-ce qu'elles auront une valeur infraconstitutionnelle, mais supra-législative? Le mécanisme variant, selon la place occupée par les normes extérieures dans le renforcement de la protection des droits. Certains États sont ouverts à ce système et nous avons vu des progrès qui se sont réalisés. Mais nous nous rendons compte des difficultés au sens où le problème de contexte se pose. Les normes existent dans des situations qui sont différenciées. Est-ce que l'on peut passer facilement d'une situation à une autre, d'une région à une autre? Alors, dans le cadre des mécanismes régionaux,
est-ce que nous sommes en présence d'une situation de droit international classique? Est-ce que nous ne sommes pas dans un système d'intégration qui nous fait passer du droit relationnel au droit institutionnel? La question devra être approfondie. Et les mécanismes ne sont pas les mêmes de l'Europe à l'Amérique et de l'Amérique à l'Afrique. Mais tous ces systèmes se donnent comme voulant approfondir et consolider la protection des droits humains. Je l'ai dit sur la base des textes existants ou par la voie de l'interprétation. Différents modes d'interprétation, l'interprétation littérale, l'interprétation téléologique, l'interprétation historique, autant de formes d'interprétation qui sont destinées à intégrer et à élever le niveau de protection des droits humains. Au niveau de l'Europe, le système présente ses avantages, sans que toutes les résistances ou réticences aient été vaincues. Mais c'est un système qui progresse dans le sens de l'intégration des normes et de la protection des droits en résultant. Au niveau interaméricain, il y a eu quelques résistances, mais également volonté réelle d'approfondir et de renforcer la protection des droits. On a cité le cas de l'Argentine, le cas du Mexique. En Afrique, il y a la Charte africaine des droits de l'homme qui reconnaît ces droits en ayant créé la Commission africaine, qui n'est pas une juridiction, un organe quasi juridictionnel qui a fini par laisser la place à la Cour africaine des droits de l'homme. L'énoncé des droits est pléthorique. On fait appel à toutes les sources internationales, du droit international universel, aux droits régionaux et aux droits africains. Quelle est la réalité de ces droits et comment ces droits s'intégrant au système existant peuvent contribuer à renforcer effectivement la protection des droits? Nous avons entendu les représentants de ces structures nous présenter le système intégré africain qui montre la difficulté de la question, l'énoncé des droits, l'application des droits, la coopération entre les différentes unions régionales, le tout montrant la complexité de la situation, mais également la nécessité de prolonger le mouvement vers la consolidation des droits humains. Ce sont là les éléments constitutifs du panorama que nous avons observé, de protection des droits partant de l'ordre interne aux ordres régionaux et à l'ordre universel. Quels enseignements tirer? Nous nous sommes rendus compte des difficultés de la situation. Et l'idée a été proposée d'un dialogue entre les droits existants, d'un dialogue entre les juridictions chargées de contrôler l'application de ces droits. On a évoqué l'idée d'un dialogue légal relatif à l'élaboration des normes, d'un dialogue jurisprudentiel, le dialogue entre les juridictions, à la fois internes, entre les juridictions régionales, juridictions internes, également au plan universel. Et enfin, on a parlé d'un dialogue culturel, qui pourrait également s'analyser comme étant un dialogue politico-social, tenant compte du contexte. Pour dire que les contextes étant différents, le souci d'harmonisation doit conduire à examiner l'état des réalités existantes au niveau des États et au niveau des régions, pour savoir comment établir ce dialogue des cultures sur la base desquelles pourra se développer le renforcement des normes et, partant, le contrôle de ces normes. Il y a également le problème du dialogue à l'intérieur même des unions régionales. On a évoqué le cas de l'Afrique. Il y a une espèce de pléthore des normes et l'absence de contrôle qui pourrait conduire à affaiblir le système. D'où la nécessité de tendre vers l'harmonisation des règles pour aller vers un système contrôlé, un système harmonisé qui pourra offrir des garanties suffisantes. Ce sont là quelques traits saillants des mécanismes de protection des droits humains, d'abord au plan national et au plan international, régional d'abord. Qu'est-ce qu'il faut dire
de l'ensemble. Il faudra tenir compte des particularités, mais également tendre vers l'harmonisation des règles. La dimension humaine est universelle, à la fois par l'élaboration des règles et par l'interprétation des règles. On pourra tendre vers ce que le professeur a appelé le patrimoine commun des droits humains, permettant de tenir compte de l'universalité de l'homme, entraînant en conséquence la nécessité d'une protection universelle qui ne doit pas exclure les deux niveaux en dessous, à savoir le niveau national et le niveau régional. Ce sont là les éléments essentiels que je retiens de l'ensemble des discussions et que je soumets à votre examen. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, cher Francis, de ces conclusions magistrales qui ont réussi une synthèse époustouflante, car les 2 jours ont été extrêmement riches. Donc tu as su mettre en évidence, mais je n'en doutais pas, les temps forts de nos idées qui ont fertilisé, pour reprendre une expression utilisée ce matin par Gonzalo Pino. Deux petites informations. La première, c'est que je vous rappelle que tous nos débats vont faire l'objet d'une publication. J'attends, Meritchel et le tribunal et moi-même, mes collègues Dominique Rousseau, ici présents, attendons avec impatience la version définitive de vos communications. On pourrait fixer la date autour du 15 septembre, pour ne pas faire en sorte que les idées s'échappent, essayer de les mettre tout de suite sur le papier, enfin les idées qui ont fertilisé pendant ces 2 jours et qui peuvent éventuellement alimenter la version finale de vos publications. On sera très très heureux de faire en sorte que ces 2 jours qui ont été fascinants puissent rester et la publication permet la pérennité des idées et surtout la dissémination des idées, la prolifération dans le bon sens du terme des idées, le bourgeonnement des idées par la publication. Ça, c'était très important. La deuxième chose, un petit élément pratique, c'est que donc ce soir, nous allons dîner dans un restaurant du centre historique de Andorra la Vella. Je pense qu'il serait bon qu'on se donne rendez-vous avant 20h, à 20h pile, donc 20h pile. Nous aurons tous le temps donc de nous détendre avant 20h pile dans le hall. Nous allons y aller à pied. Et avant ça, n'oublions pas, nous faisons un petit détour par le tribunal constitutionnel. Après le repas. Très bien. Après le dîner, donc dans la nuit, vous allez découvrir les lieux secrets où se forge la justice constitutionnelle en Andorre. Donc nous allons quand même vous présenter notre tribunal constitutionnel, ses locaux, et on sera très fiers de le faire. Voilà, merci encore à tous. Bonne détente avant ce soir.